Il arrive parfois qu'un homme bâtisse autour de lui un empire si vaste, si haut, si bruyant, qu'il finit par ne plus entendre les murmures du monde réel. Donald Trump, ancien magnate de l'immobilier devenu président des États-Unis, a toujours su jouer de l'illusion. Il vendait la grandeur, la force, l'autorité. Son image, soigneusement polie, s'est construite sur le conflit, la provocation, la domination. Il avançait comme un joueur d'échecs qui croit avoir toujours 3 coups d'avance. Mais ce qu'il n'avait pas prévu, c'est que certaines parties se jouent sur un autre échiquier. Derrière la façade, derrière les projecteurs, derrière les applaudissements, un autre homme observait. Silencieux, méthodique, implacable. Son nom n'avait encore jamais fait trembler de tours dorées. Jack Carney. Ce n'était ni une star, ni un général, ni un tribun. C'était un homme de stratégie, un homme de patience. Tandis que Trump tissait sa toile médiatique, Carney construisait ses lignes. Pendant que l'un criait au génie, l'autre murmurait à l'intérieur des lois. L'un prenait la lumière, l'autre creusait dans l'ombre, jusqu'au jour où les 2 trajectoires se sont croisées. Non pas dans un débat public, ni dans une émission télévisée, mais dans une joute bien plus complexe. Carney n'est pas venu affronter Trump avec des insultes. Il est venu avec une stratégie, une mécanique froide, un piège lentement refermé. Et soudain, l'homme qui se croyait maître de la scène s'est retrouvé encerclé. Ses mots, ses gestes, ses alliances, tout semblait répondre à un scénario qu'il ne contrôlait plus. Était-ce la première fois qu'il perdait le fil? Ou avait-il simplement trop sous-estimé un adversaire invisible? Ce que l'on découvre ici, ce n'est pas seulement la chute d'une figure publique. C'est l'étrange renversement d'un roi devenu prisonnier de son propre jeu. Ce n'est pas un film, ce n'est pas une fiction. C'est l'un des plus fascinants retournements de pouvoir de ces dernières années. Et si vous croyez tout savoir sur Trump, attendez de découvrir ce que Carney avait compris avant tout le monde. Bienvenue dans l'envers du décor, là où les stratégies deviennent des armes et où même les plus puissants peuvent s'écraser sous leur propre poids. Il y a des batailles qui se jouent sous les regards, là où la lumière des caméras éclaire chaque mot prononcé, chaque geste entamé. Et puis, il y a des combats silencieux, ceux où les armes sont invisibles, les lignes tracées dans l'ombre, et où une seule erreur suffit à faire tomber le plus grand des rois. Donald Trump l'a appris à ses dépens. Celui qui pensait tout contrôler a été pris dans une trappe tendue par un adversaire discret, méticuleux, implacable. Son nom? Jack Carney. Quand on évoque Jack Carney, peu d'images viennent à l'esprit. Il n'est pas apparu à la télévision, il n'a jamais prononcé de discours enflammé. Pourtant, il est celui qui a changé les règles du jeu. Là où Trump agit sous les projecteurs, Carney avance dans le mouvement du terrain. Lois, procédures, rouages internes d'une machine qu'il connaît mieux que personne. Il a d'abord observé. Il a regardé Trump tisser sa narration, imposer sa domination, contrôler le flux médiatique. Il a vu les failles, les évidences qu'on croit inébranlables, les certitudes qui se fissurent face à un plan mieux construit. Et puis, Carney a agi. D'un geste lent, presque humble, il a tissé sa toile. Il a identifié les relais, législatifs, administratifs, juridiques. Il a mis en branle des mécanismes que Trump ne croyait pas vulnérables. Il a fait appel à des responsables d'État, à des ministres prudents, à des rouages internes qu'on croyait alignés. Il a creusé le terrain sous l'image dorée pour déplacer l'équilibre. Pendant ce temps, Trump a poursuivi son jeu habituel. Tweets assassins, rassemblements tonitruants, slogans martelés. Il s'imaginait invincible, comme toujours. Il pensait que son feuilleton médiatique écraserait toute tentative de contre-attaque. Il croyait que la pompe de son storytelling suffirait à masquer les fissures grandissantes. Mais il ne voyait pas le monde sous ses pieds, un échiquier alternatif, installé sous la scène, où Carney avançait ses pièces sans bruit. Le moment décisif n'était pas un grand discours, ni une perche tendue en public. C'était une réunion dans un couloir feutré, un document signé à l'aube, une règle tacite rappelée à un allié, puis un autre et un autre. Les effets se sont enchaînés, silencieux, méthodiques, mais implacables. Peu à peu, Trump s'est trouvé confronté à des portes closes, à des soutiens vacillants, à des ordres impossibles à passer. Dans l'ombre, Carney voyait Trump vaciller. Il sentait que son adversaire, si peu à l'aise dans l'ombre, commençait à reculer.
Un réseau autre que celui des caméras, construit pendant des mois, s'est soudain révélé plus dense que n'importe quelle armée médiatique. Et la puissance de Trump, basée sur l'intimidation, sur la domination du temps de parole, sur l'emprise, sur les émotions, c'est immobile. Chaque tweet semblait moins fort. Chaque annonce résonnait creuse. Et l'instinct guerrier du magnate ne trouvait plus son écho. C'est dans ce silence écrasant que naît la tension du récit. Un homme confronté à la force de l'invisibilité, étranglé sans coup de feu, asséché sans confrontation. Carney a fait plus que l'affronter. Il l'a enfermé dans un système qu'il ne contrôlait plus, qu'il ne percevait même pas. Le piège s'est refermé sans bruit, sauf pour ceux qui, en coulisses, ont senti le fracas. Alors que Trump sortait d'une journée en pompe, il découvrait que les règles avaient changé. Les portes qui s'ouvraient auparavant se fermaient désormais. Les soutiens murmurants devenaient prudents. Les gestes les plus naturels, comme l'appel au ministère ou la diffusion d'un discours, rencontraient des murs invisibles, dressés sans violence. Ce décalage soudain entre scène et coulisses est la clé de ce récit. La puissance d'un homme assiégé, non pas par une armée opposée, mais par ceux qu'il croyait acquis. Le récit se densifie, prend du relief. Le roi, au sommet d'une tour dorée, entouré de fans, découvre qu'il est seul dans l'obscurité sous ses pieds. Et c'est là que la question devient brûlante. Comment affronte-t-on quelqu'un qui ne joue pas au même jeu? Comment lutte-t-on contre un adversaire dont la force réside dans ce qu'on ne voit jamais? Quand la lumière s'éteint, Trump ne sait plus où poser les yeux. Ses règles ne s'appliquent plus. Ses adversaires ne répondent plus à ses provocations. Ses campagnes perdent de leur écho. Il est perdu dans le décor d'un monde qu'il a lui-même bâti. Alors commence le lent chemin du roi déchu. Plus lente est la chute quand elle est muselée. La comédie se teinte de tragédie. La scène s'efface. L'homme reste, contraint à chercher, sans la vision du labyrinthe qui l'encercle. Tandis que Trump aggrave sa posture publique, tweets belliqueux, meetings agressifs et menaces voilées, Jack Carney avance à visage découvert uniquement dans les marges. Ses mains restent propres, ses mots chuchotés. Il ne connaît pas la scène, il en connaît les coulisses. Son art, c'est le jeu d'ombre. Il pense en rouages invisibles. Il sait qu'un décret peut se retourner contre son auteur, que les procédures ont des talons d'Achille, que les lois ne sont pas des sentiers battus, mais des labyrinthes que l'on peut reconfigurer. Carney a d'abord cherché les alliés silencieux. Des fonctionnaires modérés, des députés effacés, des juges prudents. Il a noué des accords subtils, avancé une plainte, préparé une intervention hors caméra, assemblé des témoignages internes confidentiels. Chaque élément devait rester à l'écart des caméras. Une règle non écrite. Rien ne se fait avant d'être inévitable. Un après-midi d'été, Carney déclenche son premier mouvement. Le ministère finit par refuser une directive de Trump, pourtant critique. Aucun bruit médiatique, aucune tribune, mais un coup silencieux d'une puissance redoutable. Sans annonce, l'ordre ne passe pas. Trump, en colère, crie contre les autorités, mais ne comprend pas pourquoi. Il crie vers le vide. Les agents, eux, ont retenu. Carney a organisé des briefings privés, des échanges de courriels chiffrés, des rappels à la légalité, sans étoiles, sans caméra. Il a semé des doutes sur chaque document signé. Il a planté, doucement, les graines du refus. On n'applique pas cette directive parce qu'elle ne respecte pas l'article X. On ne la publie pas parce qu'un conflit d'intérêts existe. On l'applique partiellement parce qu'un juge l'a contesté. Pendant que Trump convoque ses conseillers, hurle à la trahison, Carney se tient là, hors du jeu, à regarder l'opération triompher. En coulisses, deux groupes se forment, ceux qui refusent de céder à la tyrannie de l'instant, élus, fonctionnaires, responsables judiciaires, et ceux qui craignent pour leur carrière, alignés sur le narratif triomphant. Carney dialogue avec les premiers, les rassure. Il connaît leur peur. Non, vous ne vous brisez pas. Oui, c'est légal. Oui, les procédures en fédéral vous protègent. Il ne promet pas de grandeur, seulement la certitude d'être dans son bon droit. Ces alliances silencieuses deviennent une armée discrète. Lorsqu'un autre document est remballé, ce n'est pas une fuite. C'est une action coordonnée. On retire une signature, on ajourne une réunion, on abandonne une note. Les retards se multiplient. Trump, frustré, se plaint que le gouvernement est paralysé. Il ne comprend pas que ce ne sont pas les rouages lâches. Ce sont des pièces que Carney a déplacées.
Et la meilleure partie, c'est que tout semble toujours anodin. Aucun titre de presse, aucune révélation tonitruante. Juste un engrenage silencieux. Carney ne frappe pas comme un marteau, mais comme un virus. Il s'infiltre, se propage, puis déclenche la panne générale. Le véritable bouleversement survient lorsqu'un document présidentiel, initialement décrété urgent pour une raison de sécurité, est reporté en raison de doutes sur la procédure légale. Trump voit rouge. Il exige. Il ordonne. On lui dit non. Cette défaite rouge est la première à apparaître au grand jour. Il s'en plaint dans ses tweets, blâme les bureaucrates incompétents, écrit au sabotage. C'est un tournant symbolique. On voit pour la première fois un ordre public refusé, un échec officiel affectant sa présidence. Mais l'opération n'est toujours pas publique. Elle s'est jouée dans de petits bureaux, dans des serveurs, à travers des lignes de téléphone discrètes. Les caméras ne montrent que l'écho, mais l'affrontement s'est passé dans l'intimité du pouvoir. Carney a anticipé. À chaque avancée de Trump, il prépare un contre-pied. Une nomination à FBI, Carney repère un vice de forme qui l'a ralenti. Une conférence de presse triomphante, il a déjà trouvé un texte officiel qui en limite la portée. Une décision internationale, il a déjà prévenu un allié discret à l'étranger d'appliquer un protocole existant, rendant toute annonce publique caduque. Chaque mouvement de Trump est récupéré. Chaque déclaration est contournée. Il ne s'agit pas de bloquer les actions en surface, il s'agit de vider leurs effets en profondeur. L'effet pour Trump est redoutable. Il comprend qu'il n'est pas simplement contrarié, il est obliqué. Sa puissance n'engendre plus que l'échec silencieux. Autrefois, la posture suffisait. Aujourd'hui, elle expose sa vulnérabilité. À ce stade, Trump n'a toujours pas été affronté de front. Aucun débat, aucun duel, rien que la frustration et l'incompréhension progressive. Ses conseillers l'alertent, les choses n'avancent pas. Il menace, promet, supprime, reconvoque. Les caméras restent fixées sur un homme seul, devant un micro, dont les annonces produisent de l'air. Le contraste entre son assurance presque grotesque et l'immobilisme ambiant creuse un espace dramatique. L'opinion commence à remarquer pourquoi autant de bruit pour si peu de réalisation. Ceci reste implicite, un murmure dans l'air. Trump sent l'inquiétude qui l'entoure, mais il ne sait pas quoi faire. Carney, lui, suit son plan. Il sait que la patience est une arme. Il pressent le moment propice. Laisser un tweet glisser, fermer une porte publique, gagner un vote judiciaire, laisser les médias poser la question. Sa stratégie repose sur l'attente. Alors arrive l'ultime phase. Une plainte déposée, non spectaculaire, non explosive, mais solide, construite sur un vice administratif déjà identifié. Carney laisse faire les agents juridiques habituels, fait remonter un dossier technique, quelques avocats, quelques lettres, une date fixée pour une audience, rien de visible pour le public. Mais tout est prêt. Quand l'affaire arrive, c'est un pincement. Le juge ne tranche pas sur l'intégrité morale de Trump, mais sur la conformité technique d'un geste officiel. La mesure est annulée, incomplètement, pour l'instant. Mais un précédent est posé. Trump n'y comprend rien. Ils n'y sont pas allés. Ce n'est pas eux. C'est la loi. Quelqu'un m'a trahi. Mais Carney ne l'a jamais attaqué frontalement. Il s'est contenté de jouer avec les règles du jeu, et celles-ci ont parlé. Le magnifique édifice de la présidence apparaît soudain fragile. Une alvéole apparaît dans le marbre. Trump ressent un vide. Un allié l'a abandonné, une mesure est tombée, un texte est resté muet. Le couteau est au fond. Le public ne voit que l'écume. Mais l'arène est plus calme, froide, déterminée. Carney continue son œuvre en silence. Il sait que l'opinion ne s'alarmera que s'il y a une fracture publique. Il n'en prévoit pas. Il préfère que la fracture soit administrative, interne, invisible, à la façon d'une fissure dans le socle d'un bâtiment. Elle s'élargira sans qu'on sache pourquoi, jusqu'à ce que l'édifice ne puisse plus tenir. Au sein de la fratrie Trump, l'harmonie ne règne pas en souveraine. Donald Jr., premier fils, affiche une combativité assumée. Chaque mot prononcé, chaque tweet envoyé, s'inscrit dans une logique de conquête. Il publie des vidéos, enchaîne les interviews, se pose en digne héritier. Eric, en revanche, agit avec plus de réserve. Il fait ses pas en étroite collaboration avec Donald Jr., mais en coulisses. Là où son frère se met en scène, il préfère œuvrer dans l'ombre des chantiers de golf, dans les négociations immobilières, les contrats de sponsoring. Cette différence de stratégie engendre parfois des tensions. Qui porte l'héritage?
Qui incarne la marque? Parfois, leurs échanges portent aussi le poids de la jalousie. Un mot déplacé dans une conversation peut déclencher une tension. Mais tout cela reste voilé. Les disputes, s'il y en a, se règlent autour d'un café ou d'une partie de golf privée. Jamais sous les Ivanka Trump incarne la nuance. Elle a grandi dans l'univers Trump, mais s'est façonné une image plus lisse, plus diplomatique. Avec son mari Jared Kushner, ils forment une équipe discrète. Kushner, stratège des coulisses, soutien silencieux mais efficace. Ensemble, ils incarnent une trajectoire différente, pas dans l'agressivité frontale, mais dans l'influence douce. Ivanka est celle qui conseille, qui compose, qui désamorce. Elle garde un pied à l'intérieur pour maintenir les ponts entre tout ce monde, les enfants, les hommes d'affaires, les politiciens, la presse. Son retrait progressif n'est pas un retrait d'influence. Là où Trump crie, elle chuchote. Là où Eric bâtit physiquement, elle bâtit des alliances. Contraste. Issue du deuxième mariage de Donald, elle a grandi loin des affaires de l'entreprise familiale. Elle choisit ses études, s'épanouit à l'université, construit sa personnalité à l'abri des obligations de clan. Aujourd'hui installée en Louisiane avec Michael Boulos et leur fils Alexander, elle symbolise le désir d'indépendance. Elle n'est ni combattante, ni porteuse d'héritage politique, mais elle incarne une alternative, montrer qu'il est possible d'appartenir à cette famille sans en suivre les codes. Une main non tendue vers la lumière médiatique, mais certaines de ses apparitions laissent entrevoir une personnalité attachante, capable d'influencer autrement. Le plus discret de tous, Barron, porte une énigme. Élève discret de NYU, il aime toujours jouer au foot, dessiner, parfois pratiquer la photographie. Il est l'enfant qu'on protège. Mais il porte aussi l'héritage latent. Il a grandi à travers les campagnes, entendu les cris, vu les dons, les soutiens, les tensions. Sa taille, sa voix calme, son air presque aristocratique intrigue. Pour certains, il pourrait incarner une version plus réfléchie, plus sereine de la famille Trump. Pour d'autres, c'est une énigme qu'il faut préserver. S'engagera-t-il? Se tiendra-t-il à distance? Son parcours reste ouvert, prêt à écrire un nouveau chapitre. Outre la tribu principale, il existe des conjoints devenus figures influentes. Jared Kushner, déjà évoqué, est souvent cité comme cerveau invisible du clan. Il a accompagné Ivanka, conseillé son beau-père, orchestré des événements clés. Quant à Lara Trump, mariée à Eric, elle incarne la première dame non officielle de l'ombre. Ancienne animatrice à la chaîne conservatrice, elle devient, depuis 2024, coprésidente du RNC, épaulant Eric sur les fronts politiques. Elle travaille dans les coulisses pour renforcer la base du parti, permettant à la famille de conserver une position centrale sans s'exposer directement. Parfois, ces trajectoires divergent. Lorsque Don Jr. prépare ses conférences, Eric l'observe, prêt à intervenir, à nourrir le discours. Quand Ivanka discute d'un traité ou d'un contrat esthétique, Jared l'accompagne, sans jamais occuper les feux. Dans les réunions internes, celles que le public ignore, on discute d'alliances, d'objectifs, de combinaisons. Parfois, on se heurte. Qui dirigera le jour d'après? Qui transmettra? Qui défendra? Qui portera l'image? Chaque décision se charge de tension. Envoyer Kai sur une scène en pleine adolescence, impliquer Donald Trump dans un business, exposer Arabella dans un événement international. On choisit les visages, les parcours, on choisit les rôles. Et derrière chaque choix, une question. Qui saura supporter le poids? Le clan se projette déjà vers les enfants, les petits-enfants de Trump. Ils ne sont plus les aspirants d'un empire, ils en sont les graines. Les voir grandir, c'est assister à la genèse d'une nouvelle génération. Kai Madison, elle pose devant les caméras, parle aux marques, touche à la mode et au lifestyle. Elle incarne ce que peut être un Trump moderne, connecté et capitalisant sur le buzz. Arabella joue du violon, participe à une exposition au style princier. Joseph et Théodore explorent le sport et les sciences, toujours sous l'œil prudent des parents. Les autres, plus discrets, cultivent leur passion. Danse, équitation, dessin. La famille se structure autour d'une attente implicite. Cultiver chacun, sans parole explicite, mais avec une attention calculée. Observer, protéger, façonner. Un réseau en train de s'inventer. Le nom Trump représente autant un cadeau qu'un fardeau. Chaque membre sait que dire Trump peut ouvrir des portes, mais fait aussi tourner les têtes et les esprits. En terrain café, personne ne compare un simple citoyen à Kai ou Barron.
Mais immédiatement, un micro-écrivain pense « fille de ». Chaque mot, chaque posture est l'objet d'un regard. Cela engendre des tensions. Être soi-même sans renier une histoire construite dans l'ombre d'un empire. Pour Tiffany, c'est vital. Pour Ivanka, c'est un équilibre qu'elle cultive. Pour les garçons, c'est un besoin d'autonomie calmement affiné. Il n'y a pas que de la lumière, il y a aussi du prix. Dans les salons et sur les greens, on parle parfois des moments où Trump a laissé un espace. Un anniversaire caché, un dessin oublié, une discussion sans reporter. Il y a des regrets, parfois des conséquences de choix, tels que donner la présidence à un adolescent ou exposer un enfant à la critique médiatique. L'enjeu, au-delà de l'image, est humain. Élever ses enfants sous l'ombre d'un empire bruyant, tout en essayant de préserver leur humanité. Au cœur de Manhattan se dresse la Trump Tower, ce gratte-ciel aux façades d'acier et de verre, percé de colonnes dorées dès son entrée. More qu'un immeuble, c'est un manifeste de style, d'ego, de défi, le symbole moderne d'un homme qui n'ambitionne pas seulement de construire, mais de dominer visuellement le paysage urbain. Les premiers pas dans son hall marbré révèlent un choix d'esthétique clair, brassage de lumière, reflet du trop-plein, faste mesuré. Au sommet, le triplex privé de Trump, ses appartements, bureaux et salons royaux achèvent le coup d'éclat. Ce décor n'est pas vide. Il raconte l'idée Trump de la grandeur américaine, un projet architectural autoporteur, une œuvre d'art de pouvoir. Après Manhattan, l'ode Trump se décline à Toronto, Chicago, Honolulu et jusqu'à Dubaï. Chaque hôtel, chaque tour porte la griffe. L'alliance du luxe et de l'hyperprésence. Entrer dans ces lieux, c'est pénétrer dans un univers où le confort se mêle à la démonstration. Marbre sombre, piscine panoramique, restaurants étoilés. Mais ce n'est pas seulement esthétique, c'est une